17h30 sur les ondes de RTCI, vous écoutez Campus et c'est l'heure de votre rendez-vous éducatif avec Majdi Ayari qui va nous parler de la mémoire cette semaine. Bonsoir Majdi Ayari. Bonsoir Karim et bonsoir à tous nos auditeurs de RTCI. Alors, cette semaine, tu vas nous parler de la mémoire et de l'importance de la mémoire. Effectivement. Alors Karim, en fait, il faut dire qu'on a commencé à parler de la mémoire la semaine dernière et là, on va dire, c'est la suite. Alors, justement, je vais commencer par rappeler ce qu'on a dit la semaine dernière. En fait, pour apprendre, on fait appel à trois systèmes de mémoire. Alors, il y a la mémoire sensorielle, en fait. Après, c'est-à-dire qui permet de capter des informations venant via les différents sens, donc venant de notre environnement, en fait. Après, vous avez la mémoire à court terme qui permet de traiter les informations. Et après, au fait, une fois que les informations sont traitées, ils vont passer donc dans la mémoire à long terme, comme on peut aussi les oublier parce qu'on n'aura pas besoin donc de les utiliser. Alors lorsqu'on dit que les informations passent dans la mémoire à long terme, c'est-à-dire que ces informations peuvent rester dans le cerveau pendant quelques heures, voire toute la vie. Alors est-ce que comme par exemple la mémoire de travail, notre mémoire à long terme est constituée de plusieurs types de mémoire? Il y a plusieurs types de mémoire au niveau de la mémoire à long terme? Alors effectivement, Karim, la mémoire à long terme, il est composé, on va dire, de quatre composantes ou de quatre sous-systèmes. Alors tout d'abord, vous avez donc la mémoire perceptive, c'est-à-dire c'est celle qui nous permet de mémoriser tout ce qui est en relation avec le visuel, avec l'auditif. Donc c'est cette mémoire-là, lorsque tout d'un coup vous allez voir une image, ça va vous rappeler. D'accord, un événement où ça va vous rappeler, par exemple, donc une personne. C'est pareil aussi lorsque vous entendez une musique, ça peut vous rappeler aussi des épisodes de votre enfance. Là, on parle donc de la mémoire perceptive. C'est pareil aussi, cette mémoire, ici on parle en relation avec l'apprentissage, c'est elle qui permet à un enfant d'apprendre la lecture. D'accord ? C'est en faisant appel à cette mémoire-là, perceptive, que l'enfant puisse donner des sens à des syllabes ou à des mots. Donc c'est en s'exerçant et en voyant à chaque fois le même mot que l'un enfant commence à maîtriser comment la prononcer et comment le lire. Donc là, on parle de la mémoire perceptive. Alors après, vous avez la mémoire procédurale. Alors moi, lorsqu'on parle de la mémoire procédurale, moi je donne tout le temps le même exemple, c'est-à-dire comment apprendre à faire du vélo. C'est-à-dire ou comment apprendre à nager, ou voire même comment apprendre à maîtriser un instrument de musique. On dit qu'on n'oublie jamais le vélo, c'est-à-dire une fois qu'on en a fait, on ne peut pas l'oublier. Exactement. En fait, c'est tout simplement, c'est un ensemble, c'est un enchaînement de gestes. C'est pour cela qu'on parle de procédure, en fait. Donc, c'est pour cela qu'on apprend via la mémoire procédurale lorsqu'on fait ce genre de gestes-là. Alors, il est très important de signaler quand même pour la mémoire procédurale, qui est très importante pour l'enseignement, qu'il y a deux phases, je dirais, deux temps clés pour la mémoire, pour que des informations soient fixées dans la mémoire procédurale. Tout d'abord, il faut avoir l'attention d'apprendre. C'est-à-dire, si vous avez l'attention d'apprendre quelque chose, c'est la première chose, ou c'est la première étape pour que cette information, cette procédure, donc puisse se fixer dans la mémoire procédurale. Deuxième étape, c'est de faire des répétitions. D'accord ? Donc, j'ai la volonté d'apprendre, d'accord, à conduire le vélo. Après, il faut que je m'exerce avec de la répétition. Et donc là, ces mécanismes, ça devient comme une procédure bien ancrée dans la mémoire, donc la mémoire procédurale, et qui ne s'efface quasiment jamais. C'est-à-dire, si vous avez fait du vélo lorsque vous étiez jeune, vous allez arrêter pendant quelques années, et lorsque vous allez reprendre, vous allez systématiquement reprendre les réflexes. D'accord ? Parce que il s'agit là d'une procédure qui a été ancrée dans la mémoire. Ancrée dans la mémoire, effectivement. Alors après, vous avez aussi ce qu'on appelle la mémoire épisodique, c'est-à-dire liée à des épisodes de votre vie. On l'appelle aussi mémoire autobiographique. Alors tout simplement, c'est la mémoire qui regroupe les souvenirs personnels vécus dans des périodes de votre vie,
Donc là, c'est la mémoire autobiographique. Alors, lorsque vous voulez se rappeler d'un événement, vous faites appel à cette mémoire-là. Donc, c'est important de dire quand même que cette mémoire est généralement activée lorsque un événement est lié à des moments affectifs ou émotionnels. Alors, je vous donne un exemple. Vous vous rappelez certainement des vacances que vous avez passées dans l'été 2013, parce que c'était des vacances très agréables, parce que vous l'avez passé avec des amis, et donc il y a eu des événements, peut-être c'est un événement qui vous a procuré des émotions positives, et donc c'est ancré dans votre mémoire, et là on parle de la mémoire donc autobiographique. Alors il y a aussi, on se rappelle quasiment tous, lors des événements du 11 septembre 2001 par exemple, Où nous étions très exactement. Exactement où on était et qu'est-ce qu'on était en train de faire. Mm. Donc là, pour la simple raison, parce que c'est lié à un événement important, à fort impact émotionnel. D'accord? Donc c'est pareil aussi lorsqu'on perd un parent cher, etc. Donc ça fait partie, donc généralement, la mémoire autobiographique ou épisodique, c'est lié vraiment à tout ce qui est affectif ou émotionnel. Alors, dernier type de mémoire ou sous-système de mémoire, on va dire à long terme, c'est la mémoire sémantique, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi plutôt, c'est la mémoire encyclopédique, donc c'est-à-dire tout ce qui est définition ou tout ce qui est mémorisation des définitions, on le trouve dans la mémoire sémantique. Ça veut dire, lorsque vous apprenez, on vous demande d'apprendre des définitions par cœur, ça réside dans la mémoire sémantique. Alors, il s'agit là, comme je l'ai bien expliqué, la mémoire à long terme qui est déclinée en quatre systèmes et justement, ces systèmes-là sont d'une grande importance pour l'apprentissage. Alors, ça, ce sont les différents types de mémoire à long terme, mais comment peut-on exploiter cette mémoire dans l'apprentissage ? Alors effectivement, Karim, je dirais la mémorisation et surtout la mémorisation à long terme, c'est-à-dire pendant quelques jours, ou pendant quelques mois, pendant quelques années, voire toute la vie. Et c'est un acte important pour l'apprentissage. C'est-à-dire nous, maintenant, si on arrive à lire ou à écrire, parce qu'on a pris cette capacité-là lorsqu'on était jeune. Donc, il faut bien comprendre quand même que le processus d'apprentissage passe par trois temps forts en relation avec la mémoire. Alors tout d'abord, vous avez l'encodage, c'est-à-dire c'est comment analyser une information venant de l'extérieur pour pouvoir après la transformer en connaissances qui peuvent figurer dans le cerveau, qui peuvent être encodées par le cerveau. Après, une fois que vous avez encodé cette information-là, on passe à la phase de stockage de l'information. Et donc là, c'est la phase de rétention de l'information. Donc là, on transforme l'information encodée, d'accord, vers la mémoire à court terme et ensuite elle devient une trace permanente dans le cerveau, on la stocke dans la mémoire à long terme. Et troisième étape et dernière étape, c'est la récupération. Si je mémorise une information, c'est pour pouvoir la récupérer donc plus tard. Donc là, je dirais, lorsqu'on parle d'apprentissage, on passe par l'encodage, le stockage et la récupération. Alors pour vous donner une métaphore à nos auditeurs, en fait, c'est comme un ordinateur finalement. La mémoire, elle fonctionne pareil, à trois temps. Ça veut dire, lorsque vous allez saisir des informations via le clavier de l'ordinateur, là, on est dans la phase d'encodage. C'est-à-dire, vous avez du texte que vous allez communiquer à votre ordinateur via le clavier. Le clavier, il assure l'encodage, d'accord, du langage humain vers le langage numérique, en fait. Après, l'information qui a été saisie, elle sera stockée dans le disque dur de l'ordinateur. Et donc là, c'est la phase de stockage. Et dernière étape, lorsque vous voulez utiliser des données stockées, vous les affichez sur l'écran, c'est la récupération. Donc, faites tout le temps une analogie, une comparaison par rapport au mode de fonctionnement de l'ordinateur, donc encodage, stockage et récupération. Donc finalement, lorsqu'on apprend, on passe par ces trois phases-là, en fait. Alors, tout d'abord, c'est important donc de comprendre quand même que l'encodage, c'est la première étape, et là, l'enseignant qui communique le savoir, il a un rôle très important dans cette phase d'encodage. Alors pourquoi? Parce que finalement, il va essayer déjà de faire une préstructure
facile à mémoriser. D'accord? Le contenu qui va communiquer ne doit pas être, par exemple, trop chargé. Il doit aussi avoir une certaine liaison entre les contenus du cours, etc. Et surtout aussi donner la possibilité, par exemple, à son élève ou à son étudiant de reformuler le contenu à sa manière. Donc finalement, là, par exemple, moi, si par exemple j'apprends facilement avec des figures, ce que je vais faire, je reprends le cours, je dessine la structure de mon cours sous forme, par exemple, d'une arbre de connaissances, donc d'une carte conceptuelle. Je fais appel, par exemple, à une séquence vidéo parce que j'apprends mieux avec des séquences vidéo. Et donc, ce que je suis en train de faire, c'est d'encoder les informations du cours, en fait, avec la manière la plus adéquate pour le fonctionnement de mon cerveau. Donc ça, c'est avec le style d'apprentissage. Exactement, avec le style d'apprentissage le plus approprié à l'apprenant. D'accord? Donc après, en fait, ce qu'on fait, en fait, c'est le stockage. Alors le stockage, il se fait via essentiellement la répétition. Et on a traité la notion de répétition, les techniques de répétition, voilà. Et donc ça veut dire là, on va essayer de reprendre l'activité, le cours, via des activités, en faisant par exemple un revue, donc en faisant des résumés, en faisant par exemple aussi, en essayant de résoudre des exercices. Donc tout ça, ça permet de faire la répétition, qui est le moyen le plus adéquat pour faire le stockage. Donc là, on parle de la pédagogie active, c'est-à-dire moi en tant qu'apprenant, je suis acteur de mon apprentissage. Donc je structure, je répète, etc., pour pouvoir donc capter l'information. Alors, après, vous avez la phase de restitution ou de récupération. C'est-à-dire, lorsqu'on se rappelle du contenu du cours, et on se trouve dans une situation d'oubli ou de trou de mémoire, il faut se faire aider par des indices. D'accord? Et donc là, il y a des indices qui nous permettent de repérer et de faire de repérage et de récupération de l'information. Donc, la restitution, lorsqu'on fait une restitution, on a déjà quelques indices, comme on a les blocs, etc., ce qu'on a expliqué la semaine dernière, qui nous permettent quand même de récupérer facilement les données, par exemple, le jour de l'examen. Parce que lorsque je vous demande une question, ou lorsque je demande une dissertation, la première chose que vous allez faire, vous allez essayer de se rappeler du cours et les différentes étapes à intégrer dans votre restitution ou dans votre dissertation. Alors justement, lorsqu'on apprend, comment peut-on favoriser la mémorisation pendant le processus d'apprentissage? Alors effectivement, moi je dirais quand même, il y a un élément clé qui est très important. Le cours ne doit pas être statique. En d'autres termes, lorsque l'enseignant donne un cours à ses étudiants ou à ses élèves, il faut leur laisser la possibilité de mâcher le cours-là à leur manière. D'accord? C'est-à-dire? Ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Ça veut dire, en fait, tout simplement, c'est important de dire que, tiens, voilà le cours, maintenant il faut que je le retravaille, je résume, j'utilise des couleurs, etc., des indicateurs, etc. Donc, c'est important aussi d'habituer le cerveau pour lui dire, tiens, telle information, il y a un signal qui vous dit que telle information est très importante. Alors, dans ce cas, la technique des polycopes qu'on va imprimer pour dire, voilà, j'ai le cours de telle matière, alors qu'en fait, on l'a pas. On a juste le polycope du cours. Exactement. Tant que vous n'avez pas travaillé sur le contenu, vous n'étiez pas actif sur le contenu, ça veut dire que ça ne sert absolument à rien d'avoir une lecture passive de polycope. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi j'ai le polycope entre les mains, c'est bien, c'est de la matière première à la limite. Donc ce que je dois faire, je dois restructurer, voire même faire des résumés, des schémas, etc. Il y a aussi, par exemple, dans pas mal de livres qui sont bien conçus, en fait, ou dans des cours en ligne, on trouve des indices donc signalétiques. Par exemple, vous trouvez le panneau important qui est signalisé par exemple, un triangle contenant un point d'exclamation pour dire au cerveau, tiens, ce passage est important et c'est important que ce contenu passe de la mémoire de travail vers la mémoire à long terme. D'accord? Et donc là, ça devient un réflexe pour le cerveau et bien sûr après pour la mémoire, pour dire que à chaque fois que je vois ce signal, cette signalétique, pour moi, c'est important, il faut mémoriser ça à long terme. Donc c'est important d'avoir, je dirais, de s'approprier le contenu, en fait, pour pouvoir donc le mémoriser à long terme, en fait. Alors après aussi,
moi, je dirais la mémorisation à long terme commence en classe déjà. Ça veut dire, moi, je pense qu'il faut que l'enseignant donne la possibilité ou donne un temps de récupération de l'information qu'il est en train de véhiculer. C'est important, par exemple, de dire à vos étudiants, voilà le cours, vous suivez le cours, vous ne prenez pas de notes, mais à chaque section du cours, vous leur donnez un peu de temps pour rédiger ce qu'ils ont compris. Et donc là, ils seront actifs, ils ne seront pas uniquement là pour suivre le cours magistral, mais ils vont être acteurs pour restituer le cours avant même de rentrer chez eux et de commencer à réviser. Et donc là, on attaque la partie donc encodage de l'information, et l'apprentissage à long terme commence aussi à être incarné dans la mémoire. Pour les professeurs, par exemple, on peut utiliser la technique des QCM, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on termine une section, on peut proposer, par exemple, un QCM aux étudiants pour voir s'ils ont bien assimilé les informations, surtout les informations importantes du cours. Il y a des détails, après, il va falloir réviser, mais pour savoir si on a atteint les objectifs de notre cours, un QCM suffit. Exactement, exactement. C'est-à-dire, le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est dire, en fait, vous êtes acteur de votre apprentissage. Ça veut dire qu'il faut éviter que les étudiants soient là physiquement, mais ils sont ailleurs sur le plan mental. Donc, ça veut dire, ils savent, ils auront ce réflexe systématique. Ils doivent être attentifs, concentrés, parce qu'ils savent tout d'abord que juste après le cours donné par leur prof, ils sont amenés à réfléchir et à faire des exercices. Alors, vous avez aussi des profs qui donnent des anecdotes lorsqu'ils donnent leur cours. Alors, ça, c'est très conseillé. Pour quelle raison? Parce que si vous vous rappelez tout d'abord, on a parlé de la mémoire émotionnelle, c'est-à-dire liée à des événements et à épisodique, non? Et voilà, effectivement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tiens, moi, le cours, et l'enseignant est là pour donner le cours, il donne des anecdotes, et l'anecdote attire systématiquement donc l'attention de l'apprenant. C'est un moment de distraction, de joie. Donc là, on joue sur les émotions, et donc là, ça va aussi activer la mémoire à long terme. Donc du coup, d'ailleurs, pas mal de conférenciers, ils ont beaucoup de succès parce qu'ils utilisent des anecdotes, et ça veut dire là, on n'oubliera jamais la conférence parce qu'on lit ça aux anecdotes données par le conférencier. Absolument, donc, et d'ailleurs j'invite nos auditeurs à écouter le discours du PDG de Danone devant les étudiants de HEC Paris, lorsque ils allaient prendre leur diplôme, avoir leur diplôme. Il a prononcé un discours mais incroyable, donc je vous invite à écouter ce discours. Il est disponible notamment sur la plateforme YouTube. Oui. Alors, effectivement, pour être dans la même logique, il faut aussi peut-être écouter le discours de Steve Jobs à MIT, lorsqu'il était vraiment souffrant. À la fin, c'était le dernier discours, en fait. Et donc, les étudiants, ils étaient très attentifs parce que c'est lié à l'émotion. C'est-à-dire, il est très malade, souffrant. Et donc, là, il y a un lien affectif, et donc ils étaient très attentifs, et ça leur a permis quand même, jusqu'à maintenant, pas mal d'étudiants qui ont suivi ce discours-là, ils se rappellent de son contenu. Donc ça aussi, c'est très important. Alors, actuellement aussi, on utilise beaucoup, ces dernières années, une nouvelle technique qui s'appelle le storytelling. Alors, le storytelling, c'est tout simplement de concevoir le cours comme étant une histoire à écouter. Donc, cette histoire-là, ça nous permet justement d'être très attentifs pour attendre la suite. D'accord? Et donc là, tout simplement, ce qu'on fait, en fait, il y a une situation initiale, et on introduit ce qu'on appelle un élément perturbateur, déstabilisant la situation initiale, ce qui va attirer l'attention de l'apprenant, et donc après, on propose des éléments de résolution pour la nouvelle situation qui correspond à celle qu'on veut véhiculer à l'apprenant. Absolument, donc, et c'est souvent des happy ends, des fins heureuses. Exactement. Donc, cette sensation de suivre ou d'attendre les événements qui vont arriver, donc, ça nous pousse à se concentrer et donc à renforcer la mémorisation donc du message véhiculé, et faciliter sa récupération de la mémoire, et donc structurer le contenu. Donc là, on est toujours dans la phase d'encodage. Donc l'encodage, il faut vraiment lui préparer le terrain.
Ça veut dire que ce soit via des répétitions, que ce soit via une pédagogie active, que ce soit aussi en jouant sur les émotions. Alors tous ces éléments-là, en fait, facilitent ou, je dirais, anticipent la phase de mémorisation à long terme, et elle est très, très utile et efficace dans le processus d'apprentissage. Alors, si tu permets, Karine, donc moi je finirai par un proverbe danois que j'apprécie beaucoup à chaque fois que je parle de mémoire. Tu vas le dire en langue danoise? Alors, je mets Google Translator. Alors, la mémoire est comme un filet qui retient les grands poissons et laisse passer les petits par les mailles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si un événement ou un savoir qui n'est pas lié à un événement important, là, lorsqu'on voit vers toujours l'émotion, vers la répétition, etc., c'est-à-dire qu'il n'est pas un événement important et où l'apprenant ne consacre pas le temps et l'attention nécessaires, ça ne passera pas et ça ne figurera pas dans la mémoire à long terme, c'est-à-dire ça passera par la mémoire à court terme et ça passera vers l'oubli. L'oubli, c'est le fait de passer par les filets, donc par les mailles plutôt des filets. Alors, par contre, lorsqu'on apprend avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de répétition et avec beaucoup d'implication, ça restera dans la mémoire. Voilà, merci Majdi Ayari, c'est toujours un plaisir de t'écouter parler de l'apprentissage. On te retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci beaucoup Majdi Ayari, notre consultant éducation. À la semaine prochaine. RTCI, Radio Tunis, chaîne internationale.